acteurs, ou presque, peuvent être à l'origine d'une initiative de restauration, dans la mesure où les causes de la dégradation des écosystèmes sont nombreuses, variées et susceptibles d'avoir des répercussions à plusieurs échelles. Mesdames et messieurs, bonjour, vous suivez Objectif Vert. Ce magazine s'attarde aujourd'hui sur la question des restaurations des écosystèmes tel que voulu par le programme des Nations Unies pour l'environnement qui a lancé justement cette année 2021 la décennie mondiale pour la restauration des écosystèmes. Alors votre magazine aujourd'hui donne la parole à différents acteurs étatiques et non étatiques qui vont parler chacun à leur tour sur les actions qui doivent être menées chacun dans son secteur privilégié pour restaurer ces écosystèmes pour les générations actuelles mais également les générations futures. La restauration des écosystèmes. Un écosystème est un ensemble d'êtres vivants qui effectuent des échanges entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent, tels que les forêts, constituées d'arbres, de plantes, d'insectes et d'animaux, les mangroves qui nous protègent des érosions, les lacs et les rivières qui regorgent de poissons, et les zones humides qui filtrent les flux d'eau tout en stockant de grandes quantités de carbone. Nous avons tous un rôle important à jouer dans la restauration des écosystèmes. Comment? En plantant des arbres, en assainissant les rivières et les mangroves ou les plages, en recyclant les déchets plastiques ou simplement en donnant à la nature l'espace nécessaire pour se rétablir. Car protéger les écosystèmes, c'est protéger la planète et les générations futures. La dégradation des écosystèmes peut être occasionnée par des politiques néfastes telles que l'octroi des subventions inappropriées ou encore des régimes fonciers laxistes qui encouragent la déforestation. Les cours d'eau et les zones côtières peuvent se retrouver pollués à la suite d'une mauvaise gestion des déchets. Et des pressions commerciales peuvent conduire à une occupation des villes à outrance qui ne prévoient pas justement des espaces verts suffisants. Et restaurer les écosystèmes, quelle que soit leur taille, permet de protéger et d'améliorer les moyens de subsistance des personnes qui en dépendent. Ces processus, j'allais dire, permet de résoudre l'apparition des maladies et de réduire les risques des catastrophes naturelles. Il est donc urgent d'investir dans cette restauration comme élément clé pour la résolution des conflits, la consolidation de la paix, l'amélioration de l'accès aux ressources, mais également la gestion des risques à la sécurité face au climat. S'agissant donc des écosystèmes, d'aucuns estiment qu'il n'y a pas de conservation, encore moins de restauration des écosystèmes sans passer par la sécurisation. C'est le cas du lieutenant-général Agou Mamba Maurice, retraité des forces armées de la RDC, expert sur les questions environnementales, mais surtout sur la sécurité, qui a été primé justement pour l'ensemble de son travail pour la protection de l'environnement. Il est passé sur votre magazine pour parler des actions qui doivent être menées pour sécuriser de manière efficace la restauration des écosystèmes. Le problème de la restauration des écosystèmes a été normalement évoqué dans la stratégie, plan stratégique pour la diversité biologique élaboré en 2010 qui porte sur une période de 2011 à 2020 et qui cible des objectifs d'Aichi comme l'objectif 14 et 15 qui parle de la restauration des écosystèmes impactés. Pour restaurer, il faut identifier les menaces. Il faut voir qu'est-ce qui ont été impactés, de quelles fonctions. Est-ce que c'est leur intégrité? À ce qui concerne la RDC, c'est vrai. Et bon, il faut pas séparer ça avec la biodiversité aussi, avec tout ça, qui d'ailleurs soutient le fonctionnement des écosystèmes. Donc il faut voir maintenant, on a catégorisé les menaces. Pour sécuriser, il faut faire l'analyse des menaces. Il y a 12 catégories de menaces qui ont été identifiées effectivement par les instances des spécialistes, d'analystes. Et donc il y a l'envahissement, des pressions, il y a des constructions anarchiques, il y a le braconnage et autres choses, etc. Et donc ce sont ces menaces-là qu'il faut prendre en compte et donc il faut prendre des mesures. Ces mesures peuvent être
qui respectent le principe de base de la protection de la biodiversité. Et là, il y a des principes, il y a le développement durable, il y a des principes de prévention, il y a des principes de la précaution. Donc ces deux principes, je voudrais insister là-dessus. Hein, il faut anticiper les menaces pour prévenir. Alors il y a la prévention structurelle, qui est de longue durée, et puis il y a la prévention opérationnelle qui doit se faire maintenant, par exemple pour nous, pour les aires protégées que vous dites. Vous savez que les aires protégées de la RDC sont classées sur tout le patrimoine mondial, sur la liste de patrimoine en péril. Et donc, compte tenu des pressions, compte tenu également de la présence des groupes armés, l'envahissement, exploitation illicite de matières premières. On peut citer également la surexploitation, par exemple sur le lac Kivu. Il y a surtout les deux patrimoines, sites de patrimoine, la réserve au Okapi et le Penvi de Virunga. Ce sont deux patrimoines beaucoup plus impactés, d'ailleurs qui se trouvent maintenant dans la zone où on a déclaré l'état de siège. D'ailleurs, c'est une mesure salutaire qui doit permettre aux gens d'application des lois, disons, d'agir. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre comme des mesures? Il n'y a rien d'autre. La structure comme le corps PPN, avec ses gardes, sont des agents d'application des lois. Il faut d'abord appliquer des lois. Donc, par exemple, on devait dire déjà pendant l'état de siège qu'il n'y ait pas de présence des hommes dans les aires protégées. Ça, c'est il faut contrôler également les gens qui sont aux alentours des parcs. Il y a aussi des mesures dissuasives. Donc, il faut doter ces aires protégées par des unités qui doivent faire des patrouilles, il y a des OPJ qui doivent faire ce genre. Donc, en principe, on doit donner l'importance au pouvoir judiciaire pour l'application des lois. Parce que tous ceux qui envahissent le pays, il n'y a personne qui les inquiète, et c'est la loi. On doit appliquer le texte légaux du plan nationaux, des textes nationaux et internationaux. Donc ces instruments-là sont essentiels pour assurer la sécurité. Ils doivent savoir que l'homme vit avec l'environnement. Alors il faut bien vivre avec l'environnement. C'est pour l'intérêt de la génération actuelle et la génération future. La restauration environnementale passe également par la restauration des terres. Pour faire face aux défis de la sécurisation alimentaire, et pour y parvenir, il est nécessaire d'accéder à la terre de la manière la plus légale. D'après le conseiller technique principal du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODET, Maître Augustin Poy, parle ici des actions à mener pour restaurer les écosystèmes en passant par l'aménagement du territoire. Les Nations Unies ont décrété la décennie en cours comme étant une décennie de la restauration environnementale, étant donné les dégâts que les terres ont subis. Les terres sont de plus en plus frappées par la sécheresse, l'infertilité. Elles deviennent impropres à l'agriculture et il y a un besoin très fort de pouvoir restaurer les terres et faire face aux grands défis qui se pose à l'humanité, c'est le défi de la sécurité alimentaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte où la question démographique se pose avec acuité, et d'ici à 2050, il est envisagé que la population mondiale arrive à 10 millions, et donc il y a un besoin
restaurer les terres qui sont dégradées aujourd'hui, notamment et entre autres pour répondre à cette question de la sécurité alimentaire, mais en même temps pour faire de la restauration environnementale. Alors, pour pouvoir mener des actions de restauration environnementale, il faut accéder à la terre. Les terres, même si elles sont desséchées aujourd'hui, elles sont coutumièrement appropriées par des personnes, des communautés locales, des peuples autochtones pygmées qui revendiquent des droits sur les terres. Et donc, pour pouvoir restaurer une terre, il faut l'acquérir de façon sécurisée. Quand je parle de la sécurité, il s'agit de la sécurité foncière. Il faut de la sécurité par rapport aux populations, qu'elles n'aient pas l'impression qu'on est en train de s'accaparer de leurs terres, de leur prendre des terres pour les restaurer à des fins de lutte contre les changements climatiques, mais en même temps, on a besoin de sécuriser le projet de restauration qui va être mis en place. Donc c'est la sécurité juridique, sécurité foncière de part et d'autre au niveau des communautés et en même temps au niveau du porteur du projet qui peut être le gouvernement, qui peut être un acteur du secteur privé, qui peut être une organisation internationale. CODET n'a pas attendu que les Nations Unies décrètent cette décennie 2020-2030 comme une décennie de restauration environnementale. Nous avions commencé plus tôt que ça, il y a 10 ans, que nous avons un projet de restauration environnementale dans le Kasaï qu'on a appelé projet des polygones agroforestiers du Kasaï, où nous avons sur fonds propres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui circule dans le monde pour la restauration, mais nous on l'a fait il y a 10 ans sur fonds propres. On a réussi à restaurer à peu près 90 hectares de terre sur fonds propres. Et là, très vite, on a vu les résultats en termes de restauration parce que ces terres qui étaient desséchées sont devenues de nouveau aujourd'hui. On peut les voir par satellite, qui sont des terres aujourd'hui qui sont propres à l'agriculture. On a vu un microclimat, la rareté des pluies, on voit que de plus en plus les pluies reviennent. Le retour de la biodiversité comme les rongeurs, les oiseaux, les abeilles, dans le site où on a agi. Et comme on a fait à la fois, disons, on a combiné les cultures avec le boisement, donc l'agroforesterie, ces terres-là aujourd'hui produisent du maïs, des arachides, des ananas, qui sont produits localement. Mais on ne pouvait pas faire plus. Nous sommes qu'une organisation congolaise et qui se bat avec ses fonds propres. On essaye de regarder au nombre de financements disponibles des projets. Où est-ce que nous pouvons obtenir des appuis pour conforter ce projet qui est réel. Il est connu, il a été visité par certaines autorités du ministère de l'Environnement, des partenaires de la Banque mondiale, de la BAD, Banque africaine de développement. C'est que nous commencions, c'est très absent dans notre système de gouvernance d'aujourd'hui, on pense moins aux générations futures. Nous avons moins de projections pour 30 ans, 50 ans, 100 ans. On agit à court terme et la plupart des personnes qu'on a vu revêtir le statut d'autorité, de dépositaire de l'autorité publique, ils ont des visions à court terme. Je pense qu'on est là interpellé par la force des changements climatiques aujourd'hui. Avoir une attention pour les générations futures et à commencer à poser des actes aujourd'hui, 10 ans que les Nations Unies ont décrété. Je pense que pour davantage intensifier les actions, pour pouvoir arriver à restaurer des terres dégradées. Et lorsqu'on l'aura fait, je pense qu'on aura largement sécurisé les forêts naturelles à travers ces opérations de restauration environnementale. La limitation ou le blocage de la continuité d'un cours d'eau peut également avoir des conséquences sur la survie des écosystèmes aquatiques. Alors comment construire des barrages? Comment offrir à la population d'énergie sans entraver les écosystèmes? Maître Eric Kassongo de CODET revient ici sur les actions à mener pour garantir à la fois l'énergie pour tous, mais également sécuriser ou contribuer à la restauration des écosystèmes. La restauration des écosystèmes tient à la préservation de tout ce qui est autour comme richesse
naturelles, de méga biodiversité que la RDC possède, mais ces écosystèmes sont souvent menacés lors de la mise en œuvre de grands projets d'investissement. Ça peut être des investissements miniers, ça peut être des investissements forestiers, ou même ça peut être des investissements liés à l'érection des infrastructures. Et donc, il n'y a pas souvent une politique de suivi pour rétablir la nature dans l'état où elle s'est trouvée. Souvent, on abandonne, il y a des rivières qui disparaissent. Dans les secteurs miniers, par exemple, vous avez des remblais des mines qui sont remplis dans des rivières, dans des lacs, et qui font disparaître des lacs qui sont poissonneuses. Et ça, c'est un problème. Alors, quand on en vient au secteur de l'énergie, ce que nous faisons dans le secteur de l'énergie, c'est essentiellement répondre à l'appel qui a été lancé de donner de l'énergie à moindre coût, durable aux populations. Parce que énergie, qui dit énergie dit développement. On ne peut pas se développer dans un coin s'il n'y a pas de l'énergie. C'est justement une de nos luttes que nous menons, c'est de s'assurer que au moment de la construction des grands ouvrages hydroélectriques, toutes les opérations qui impliquent la dérivation de l'eau, qui impliquent les inondations, qui impliquent parfois le barrage de fleuves, et qui ont des conséquences logiques si par exemple les écosystèmes marins puissent être suivis de près. Parce que ce soit dans un grand ou dans un petit projet, les impacts ne manquent pas. Mais c'est l'ampleur des impacts et les conséquences que ça peut avoir dans le futur sur l'environnement immédiat et sur les populations qui doit être mis en avant. Et c'est là que nous réclamons que, par exemple, des études d'impact soient partagées pour qu'on puisse voir quelles sont les mesures de riposte. Parce qu'on ne peut pas barrer le fleuve, on ne peut pas faire dériver les eaux et on ne peut pas créer une inondation artificielle comme c'est le cas actuellement par exemple dans la ville de Boussanga où on est en train de créer un bassin artificiel qui va faire disparaître des cultures des agriculteurs qui vont demain souffrir et dont on ne connaît pas les conditions dans lesquelles est-ce que ça doit se faire de manière correcte. Donc c'est ça le lien. Donc les barrages pour le construire, les eaux sont utilisées de plusieurs manières et parfois ça peut, dans le cas des inondations, des espaces pour créer des bassins artificiels, ça peut faire disparaître des étendues des terres arables. Et dans le cadre de la dérivation, par exemple, des eaux, ça peut transformer les vies des espèces sous-marines. Et c'est tout ça qui constitue un danger et pour lequel les organisations de la société civile alertent pour que les mesures de riposte correctes, parce qu'il y a des mesures de riposte qui existent, c'est pas quelque chose qui est nouveau en RDC. Les grands barrages, on les construit depuis longtemps et on a toujours pris des mesures pour faire face à ces genres de situations. Et tant que ce n'est pas fait, c'est comme ça que la société civile lève la voix pour que les choses... Nous avons besoin certes d'électricité, mais il faut que cette électricité qui est produite tienne compte du respect de la nature et des écosystèmes. CODED fait partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Mwangaza. C'est un réseau qui a été mis en place récemment, qui regorge plusieurs organisations de la société civile qui travaillent dans les secteurs de l'énergie. Et en solidarité avec les amis des Boussanga, il y a une organisation membre qui s'appelle IBGDH, qui est basée dans le Lualaba, qui travaille aux côtés des communautés locales qui sont impactées directement par les barrages de Boussanga et qui vont bientôt subir cette histoire de remplissage de bassins qui vont engloutir leur culture. Et déjà par le passé, nous avons plaidé pour ces communautés-là, et ces villages qui ont été délocalisés de manière arbitraire par la société Sico Hydro. Et donc, CODED participe au plaidoyer qui est mené pour que justement les choses se fassent de manière correcte. Et de l'autre côté, CODED est aussi impliqué dans le plaidoyer sur le projet INGA,
dans le sens de demander plus de transparence, plus d'ouverture dans les opérations qui vont être menées, et aussi la prise en considération des revendications des communautés au niveau local par rapport à tout ce qui peut leur arriver sur le format de ces projets dont on ne connaît pas toujours les contours et qui changent de jour en jour. Je demande que les autorités soient plus responsables et soient plus vigilantes. Nous sommes au XXIe siècle, ce n'est plus l'heure où on pose des actes de manière irresponsable. Il faut que chaque acte posé, quel que soit l'investisseur, quelle que soit la noble mission, il faudrait veiller à ce que les volets environnementaux, le respect de la nature, le respect des écosystèmes puissent être la priorité des priorités. L'actualité environnementale était marquée cette semaine par la célébration de la journée du 5 juin, journée marquant la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Pour cela, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, avait lancé plusieurs activités tendant à célébrer cette journée, mais également elle en a profité pour lancer la décennie mondiale consacrée à la restauration des écosystèmes ici en RDC. Elle a participé, comme je l'ai dit, à plusieurs activités organisées, notamment celle de Bobo Koli, organisée par l'ONG Logos Premier, tenue par Madame Jeannette Bosingizi. Les détails dans ses commentaires. Restauration des écosystèmes, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement. En RDC, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a participé activement à plusieurs activités organisées à cette occasion, comme ici, à l'Institut Bobo Koli, où elle a appelé les élèves à s'approprier les enjeux de la protection de l'environnement pour faire face au changement climatique. Devant les différents ministres et corps diplomatiques, mais surtout devant les écoliers, Eve Bazaïba Massoudi a lancé la décennie mondiale pour la restauration des écosystèmes avant d'inviter chacun à planter régulièrement un arbre, une façon de les faire adhérer au projet présidentiel 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Le 5 juin 2021 est une journée spéciale parce qu'en même temps, il est lancé à travers le monde la décennie mondiale pour la restauration des écosystèmes. Les écosystèmes constituent un cycle important et très vital pour la vie. Les arbres, les eaux, la forêt dans son ensemble, la biodiversité, c'est la vie. Et nous avons tous les devoirs et même l'obligation de préserver, de restaurer, d'assainir notre environnement. Au nom du gouvernement, nous sommes venus accompagner aussi la vision du chef de l'État de jardin scolaire ici à Bobo Koli. Le seul discours important ces jours, c'est le geste que nous allons poser, celui de planter l'arbre. Et que ça ne s'arrête pas seulement pour la journée d'aujourd'hui. J'insiste que nous sommes entrés de plein pied dans la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes qui implique les changements de comportement. Les changements de comportement vis-à-vis de notre environnement pour tous. Et comme à Bobo Koli, d'autres activités similaires ont eu lieu, notamment à l'université de Kinshasa ou encore au plateau de Bateki dans la commune de Maluku, où près de 1100 acacias ont été plantés. Cette activité s'est clôturée par la plantation de 2 arbres par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, ainsi que les membres du gouvernement qui l'ont accompagné, suivi de la visite d'une pépinière tenue par les structures non gouvernementales Logos Premier et Save Tomorrow. Alors, près de 1 375 296 hectares, c'est le total qui représente 6 concessions forestières de conservation attribuées illégalement par l'ancien ministre Claude Niamugabo, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Des ONG ont tiré la sonnette d'alarme, ils ont organisé un point de presse au cours de laquelle ils ont annoncé avoir déposé un recours auprès de la nouvelle patronne de l'environnement pour obtenir l'annulation de ces octrois illégaux. Dans le cadre de leur campagne intitulée Plus jamais ça, les ONG Codelt et Océan ont échangé avec la presse sur les dépôts de leur recours administratif à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, pour obtenir l'annulation des 6 concessions forestières de conservation illégalement octroyées par l'ancien ministre Claude Niamugabo. Nous, en tant qu'ONG, opérant dans ce secteur, nous avons pris la responsabilité d'interpeller
la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable à travers ce recours pour lui demander tout simplement de retirer ces actes qui jettent un discrédit sur les autorités gouvernementales en raison des engagements d'abord qu'ils prennent envers le peuple que nous sommes, envers la nation à qui ces forêts appartiennent, mais davantage encore envers ses partenaires. Il ne faut pas oublier que les forêts font l'objet d'un intérêt de plus en plus croissant de la communauté internationale et il y a des engagements que le pays a pris à ce titre. Et ces genres d'actes ternissent l'image non seulement du pays, mais également des autorités. Il s'agit là d'une troisième vague de concessions illégalement octroyées, d'après Maître Augustin Poy, conseiller technique principal des Codelt. Et ça, c'est la troisième vague d'attribution qui sont des concessions de conservation et la somme totale de toutes les concessions qu'il a attribuées en une seule année représente 4 millions d'hectares de forêt et c'est l'année 2020. En une seule année, 4 millions de concessions forestières illégalement attribuées par le même ministre et au profit des mêmes groupes, quasiment, des mêmes groupes quasiment. Donc, c'est pour dire que le problème est grave et que si on ne fait rien, et si surtout l'action que nous sommes en train de mener ne conduit à rien, alors c'est que la République est vraiment en difficulté. Pour sa part, le coordinateur provincial de Océan Kinshasa, Kas Mouteba, a invité le chef de l'État et les premiers ministres à tirer les conclusions de ces octrois illégaux à répétition. Différentes lettres, nous les adressons au président de la République et au premier ministre. À eux de tirer les conséquences, puisque quand il y a une répétition des choses, nous réclamons, le ministre annule et il rétribue. Donc en fait ça devient un jeu de ping-pong. C'est à eux de tirer les leçons de ce laisser-aller qui persiste au niveau du ministère de l'Environnement. Pour rappel, la démarche de ces structures de la société civile environnementale se justifie par le fait que les forêts et tout ce qu'elles renferment, notamment la biodiversité, les tourbières et autres écosystèmes sensibles et fragiles, constituent les patrimoines communs de la nation congolaise, d'où leur gestion et leur protection sont d'intérêt général. L'absence de certitude ne doit pas être un prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures visant à promouvoir ou à prévenir la dégradation de l'environnement. C'est par cet extrait du sommet de Rio 1992 que se referme ce numéro de votre mag écologique Objectif Vert. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.